Salut à tous, aujourd'hui on va à la rencontre de Pierre. On va à la rencontre de Romain qui a ouvert son agence de location de voitures. Et dans cette interview, il partagera avec toi comment il a acquis son indépendance financière. Il s'est lancé dans la location de voitures. Il a de très bons résultats, on verra ses véhicules. Il partagera avec nous simplement son histoire, ses ambitions, ses aspirations pour ce business de la location de voitures. On va aussi parler des problèmes qu'il rencontre avec ses locataires. On ne peut pas faire plus vrai que cette interview. Cette interview t'inspirera, j'espère, à toi-même te lancer et créer ton agence de location de voitures. On va parler de tes débuts. Okay. Avant même que tu ne commences avec le crédit car cash, tu veux bien nous parler de comment tu es rentré dans l'activité, comment tu as connu l'activité? L'activité, je l'ai connue, en fait, c'était en 2017. Voilà, fin 2016-2017, c'est là où j'ai commencé à découvrir. À l'époque, c'était d'abord Drivey. À l'époque, ça s'appelait Drivey. J'avais déjà fait quelques locations dedans. Et puis, il faut dire que, en fait, à l'époque, j'avais un projet dans le secteur automobile. Mais qui consistait beaucoup plus à dépanner les particuliers qui sont eux-mêmes des professionnels, parce qu'ils sont salariés, qui ont des voitures et qui peuvent avoir des voitures qui sont en panne. Donc, moi, mon projet à l'époque, c'était de venir prendre ces voitures, décharger le salarié, prendre sa voiture, l'emmener au garage à sa place, et puis faire les réparations, et lui me payer pour pouvoir justement gérer des réparations pendant que lui, il est au travail, et moi, je m'occupe du reste, et le soir, je livre la voiture. Donc à l'époque, j'avais déjà commencé dessus avec une couveuse dans le 95 à l'époque. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu quelques recherches. Bon, c'était compliqué à mettre en place. J'ai un peu, par le détour des choses, j'ai commencé à faire des recherches pour pouvoir, développer un business dans la location de voitures. Et je me suis tourné donc vers les plateformes Drivey à l'époque. Donc j'avais commencé en louant d'abord sur Drivey moi-même. Et puis après, j'ai constaté que, mine de rien, ça pouvait être quelque chose qui pouvait venir remplacer le projet initial que j'avais à l'époque, qui était de pouvoir décharger les salariés dans la réparation de leurs véhicules en panne pendant qu'ils sont au travail. Et puis, j'ai fait une location sur Drivey un jour, 1, 2, 3 fois, et j'ai remarqué que, c'était un bon business, et qu'en plus, en tant que particulier, on pouvait se lancer dessus. À l'époque, j'avais une Clio, et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un test, en fait. Voilà, donc j'ai fait un test, et puis, sur 6 mois, j'ai vu que finalement, le gain qu'on peut gagner était quand même intéressant. Et puis, voilà, et puis surtout que le risque était quand même moindre, parce qu'en vérité, je ne prenais pas de risque. J'avais ma voiture était déjà couverte. Et puis, on me dit qu'en tant que particulier, je peux louer une voiture et avoir un peu d'argent, donc c'était parfait. Donc, j'ai fait ça un peu, de manière basique pendant 2 ans. Et puis, après, j'ai fait une pause dedans. Parce que j'étais toujours en train de rechercher un complément de revenus. Donc en fait, en parallèle à ton travail, tu gérais ça de côté. C'est ça. Okay. En parallèle au travail, je gérais l'activité de côté. Et c'était encore une petite activité, j'avais à l'époque une seule voiture. Et puis après, Aujourd'hui, tu en as combien? Aujourd'hui, j'en ai 9 maintenant. Waouh. J'en ai 9. Et à l'époque, je me disais, voilà... Comment rendre la chose beaucoup plus viable, beaucoup plus crédible. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait de mes recherches, déjà en essayant de regarder un peu des formations dans le secteur. Et puis après, j'ai trouvé des formations qui pouvaient justement m'aider à passer à un projet sérieux, c'est-à-dire de passer d'un particulier à une entreprise. À faire quelque chose sur le long terme. Voilà, c'est ça. Bonjour Romain. Salut Zaïd. Merci de m'accueillir chez toi. Merci de m'accueillir dans ton jardin. Ouais. Ça fait un moment. Ouais, c'est clair, ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vu là. Je pense bientôt 1 an ou un peu plus. Je crois quelque chose comme ça. Un peu plus. La première chose que j'aimerais te demander, c'est par rapport à ton appréciation de ce côté entrepreneurial que peu de gens arrivent à vivre en réalité. Le chemin parcouru en fait. Le chemin parcouru. Je voudrais que tu puisses nous faire un petit point par rapport à la liberté que procure l'entrepreneuriat, mais aussi les difficultés qu'on subit ou qu'on vit durant ce processus-là. Alors, c'est ça qui est parfois un peu paradoxal, c'est qu'il y a 2 différences entre liberté et sécurité. Il y avait un truc que quelqu'un a dit et ça m'avait marqué, qui parlait des prisons de haute sécurité. Et là-dedans, il y a le mot sécurité, mais la liberté, il n'y en a pas du tout, quoi.
Et en fait, ça c'est un truc que j'ai ressenti parce que j'étais dans mon CDI, entre guillemets, avec beaucoup de sécurité, mais très peu de liberté. Et c'est une balance. Et maintenant, j'ai beaucoup de liberté, mais beaucoup moins de sécurité. Mais à choisir, je pense quand même que le sentiment de liberté, c'est quelque chose à laquelle je cherchais, je courais après ça. Et je suis vraiment très content d'avoir atteint ça. Mais d'un autre côté, on a un peu moins de sécurité, mais bon, on fait avec, quoi. Et ça fait partie du deal, en fait. C'est ce que tu es prêt à donner pour recevoir la liberté. Donc, on peut conclure que cela vient avec un peu de stress. Ouais, tout à fait, tout à fait. Comment tu gères ce stress? Bah, pas facile, parce qu'après, étant donné que j'ai d'autres projets aussi immobiliers et tout ça, ça s'est aussi combiné, donc par rapport au temps demandé et tout ça. La gestion du temps aussi est super, super importante. Mais après, ça fait plaisir d'avancer, en fait, hein, et on est un peu comme une sorte d'athlète qui bat son record et puis qui veut continuer en fait toujours à avancer, à faire plus. À progresser. Ouais, tout à fait, tout à fait. Le fameux, est-ce qu'il faut louer des véhicules premium ou des véhicules, entre parenthèses, standard ou merguez? Ouais. Quel est ton point de vue par rapport à cela? Parce que la vidéo, si vous ne savez pas, on a eu à faire une première interview il y a de cela 1 an et on n'avait pas abordé le sujet, je pense. Il y a certains qui m'ont demandé dans les commentaires ton point de vue par rapport à cela. Donc, c'est le moment de te poser la question. Ouais. Les pour et les contre, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ce qui se passe, je pense qu'il faut voir ça aussi un peu comme vraiment comme une flotte globale. Il faut avoir des pourcentages dedans. Parce que si on n'a que des véhicules premium et tout ça, et comme maintenant, il y en a pas mal qui sont accidentés ou au garage et tout ça, on n'a plus aucune rentrée. C'est-à-dire la gestion, la trésorerie et tout ça, si vous ne reste pas beaucoup de fonds de roulement, ça peut être très très compliqué de se retrouver dans une situation comme ça. Donc vu que moi je suis quand même d'un naturel assez prudent, je conseille quand même d'avoir des véhicules plus standards avec une continuité dans la location et dans les prix que les premiums où oui ça peut rapporter gros en 1 mois, mais après quand c'est sur le carreau et tout ça c'est un peu compliqué quoi. Donc dans le ratio je dirais allez peut-être 2 premiums pour 10 véhicules avec un ou 2 utilitaires dedans et 6 voitures standards dedans. Ok. Bonne répartition. Franchement bonne répartition. Après il y a l'ultra luxe aussi. Oui, l'exotique. L'exotique quoi. Après, il y avait aussi, j'ai été voir Porsche récemment et j'ai une connaissance qui a acheté une Lamborghini aussi. Et beaucoup de voient ça comme un passif, tu sais, le fameux, les voitures, c'est des passifs et tout ça. Et en fin de compte, que ce soit pour Porsche par exemple, ils font des mensualités de 1 000 €, on va dire, alors que c'est des véhicules qui en valent 100 000, donc c'est pas des mensualités énormes. Mais la valeur du véhicule chez Porsche, ça ne décote pas. Voilà, c'est ça. Et donc, ça peut être comme une sorte aussi d'investissement aussi. Ouais, ou une sorte d'épargne, on va dire, de mettre un peu d'argent dans un véhicule vraiment plus haut de gamme. Quoi. Donc, c'est un truc auquel je regarde aussi, je réfléchis à ça. Mais bon, il y a le délai d'attente aussi qui est quasiment 1 année pour avoir ces véhicules-là. Avec tout ce qui se passe en Ukraine. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, quel est le statut que tu as? Tu es toujours en particulier ou tu es en professionnel? Aujourd'hui, je suis en pro, j'ai créé une SASU. Ça fait combien de temps tu as créé la SASU? La SASU, ça va faire, là aujourd'hui, ça va faire 9 mois. Non, ça va faire 10 mois maintenant qu'elle est créée. Bientôt un an. Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Et là, au mois d'août, j'ai même fait déjà le premier bilan de mi-parcours déjà, la première situation. Donc, c'est vrai que c'est un autre univers, franchement. Et c'est un très bon univers. Et d'ailleurs, je me demande même aujourd'hui si j'avais eu cette information depuis. J'aurais commencé depuis. Franchement, j'aurais commencé depuis. Ça m'aurait fait gagner du temps. Ce que moi aussi j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, c'est qu'ils ne savent pas réellement quels sont les avantages qu'il y a d'être en société. Parce que les gens qui côtoient ne leur en parlent pas. Ouais. Si tu côtoies des gens qui n'ont pas de structure, ils ne pourront pas pouvoir te donner les avantages qui viennent avec. Parce qu'il y a aussi des inconvénients qui viennent aussi avec. Ah ouais, ça c'est... Il n'y a pas que des avantages. Ouais, mais je pense que les avantages sont largement supérieurs aux inconvénients. Sinon, je prends Bolloré, je prends quoi, Tablier, voilà. Tout cela, quand il y a des sociétés aujourd'hui, parce que ça vient avec des avantages. C'est carrément le chemin qu'il faut suivre. C'est ça. Donc oui, c'est sûr que si on veut faire quelque chose de sérieux sur la durée, c'est mieux en tout cas de pouvoir se mettre en entreprise. C'est vraiment mieux.
Tu sais, j'ai l'habitude de dire que le statut d'auto-entrepreneur, moi, c'est le pire statut. Je ne sais pas si tu as pris par là, tu as essayé ça. Non, moi j'ai essayé, mais peut-être en mode particulier, quoi. Oui, particulier, oui, ça Ouais. c'est normal. Mais, ça, mais le statut d'auto-entreprise, Qu'est-ce auto-entrepreneur, que tu en non. penses personnellement? Personnellement, bon, c'est bien pour ceux qui ont des doutes et qui veulent déjà avoir au moins un pied dedans, un pied dehors. Mais après, Donc ça, en tant que particulier, il peut rester comme ça. Hein. voilà, voilà. Mais après, quand tu es certain de ce que tu veux faire, que tu as plus ou moins compris un peu les tenants et les aboutissants, c'est mieux de pouvoir directement créer la société. D'ailleurs, même quand j'ai parlé de ça à ma comptable la première fois, elle m'a dit, Pierre, crée l'entreprise directement. Crée l'entreprise. Et elle aussi, elle m'avait challengé dessus. Et du coup, oui, j'ai créé l'entreprise directement. Et aujourd'hui, je constate qu'effectivement, c'est mieux. C'est mieux, en fait. Je voulais aussi te demander, aujourd'hui, avec tes années d'expérience, tu as commencé en tant que particulier, aujourd'hui, tu es monté en société. Quelle est la vraie différence entre les deux? Quel est l'avantage de rester en particulier et l'avantage de passer en société? C'est-à-dire qu'en particulier, j'avais vraiment beaucoup moins de pression et c'était un peu comme un sportif qui a un hobby en fait, qui fait du foot une fois le dimanche et qui s'entraîne une fois. Et quand tu passes en société, il y a le comptable, il y a les banques, donc il y a plus de véhicules, donc il y a les process à respecter, tout ça. Et on ne peut pas être professionnel dans quelque chose en ayant la même façon de s'entraîner ou de procéder qu'un particulier, qu'un amateur, quoi. Donc, moi, je conseille quand même à tout le monde de débuter en tant que particulier pour se faire la main, pour voir si ça leur plaît et tout ça. Parce que c'est un business qui a aussi le revers de la main difficile à gérer. Hein. Ouais, c'est clair. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, et je crois qu'il avait raison. Il m'a dit, mais en fait, toi, pour faire ça, t'aimes pas l'automobile, t'es pas un vrai passionné d'automobile. Parce que eux, ils mettaient tellement de cœur et c'était leur bébé, en fait, les voitures qu'ils achètent et tout ça. Et il me dit, non, mais moi, ça me ferait trop mal au cœur quand je vois qu'ils griffent des gens, qu'ils fument dans la voiture, que ci, que ça. Donc, ouais, il faut vraiment voir ça comme un business. Un investissement, quoi. C'est ça, et pas mettre trop d'émotionnel dedans. Quoi. Donc, quel est l'avantage d'être réellement en société? Alors les avantages, déjà, pour moi vraiment se dire, bon voilà, je vais passer à un autre step, je veux gagner de l'argent, je veux grossir, donc ça entraîne aussi le fait d'être plus professionnel et bien, mais d'un autre côté, on sait aussi déduire plein de frais, et je crois aussi c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les avantages fiscaux. C'est ça. C'est qu'une société, ça sert à déduire des trucs dedans, quoi. Et il y a pas mal d'entrepreneurs et tout ça qui n'ont pas en fait ce mindset. Non, c'est ça. En fait, même les formations. Ouais, c'est ça. C'est des employés de leur propre société, mais ils réfléchissent toujours comme des employés et non pas comme des entrepreneurs ou dirigeants de société. Et ça, le fait de bien maîtriser tous ces points-là en société, c'est aussi un truc qui peut te faire vraiment... D'ailleurs, tous les riches ont des sociétés. Il y a très peu de salariés qui sont riches, hein, voire aucun, quoi. Je suis d'accord avec toi, en tout cas. Ma question est, est-ce qu'il faut un gros budget pour commencer? Est-ce qu'il faut de grosses économies pour se lancer? Toi, tu avais de grosses économies quand tu as commencé ou... Non, quand je me suis lancé, franchement, non, j'avais pas... Tu n'avais pas 100 000 euros de Non, côté, 1 million d'euros de côté. j'avais rien. J'avais vraiment rien de tout ça. Et comment tu te retrouves aujourd'hui à avoir 9 voitures? Ah, ça, comme on le dit souvent, venez à la formation. Venez à la formation. Parce qu'en principe, en fait, c'est possible. Une chose est sûre, c'est que c'est déjà possible de pouvoir faire une levée de fonds. Ça, c'est sûr. Parce que je regardais même encore une vidéo sur YouTube cette semaine. Un gars qui expliquait sur la chaîne de BPI France comment lever des financements. Et en fait, ça peut paraître tellement complexe. Et il y a une espèce de mystification autour de ça. Alors que, bon, aujourd'hui, tu as un autre regard, tu te dis, mais en fait... Là, le regard insider. Tu écoutes les gars et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils te racontent, en fait? Ils sont en train de mystifier. Ils sont en train de mystifier le truc. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que les gars racontent? C'est tellement... Enfin, il y a plusieurs mécanismes, c'est sûr. Après, peut-être que eux, ceux qui décrivent, c'est des mécanismes d'envergure, tu vois. C'est des choses vraiment avec une dimension juridique qui est vraiment très, très poussée. Mais en vérité... monsieur et madame, voilà, c'est paradoxal parce que même le gars qui explique dans la vidéo te dit que le but c'est de pouvoir faire en sorte qu'on ait des levées de fonds. Ça c'est l'objectif.
mais la manière dont il emprunte le chemin des explications, tu te rends compte parfois que en fait, tu n'es même pas concerné. Quoi. Il va à l'ouest. Que tu n'es pas concerné par la chose et que ça, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Donc, non, aujourd'hui, quand j'ai démarré, j'avais rien. J'avais quoi? J'avais juste un seul véhicule. Voilà, quand j'ai démarré. Après, je suis tombé sur ta formation, du coup, je pense que c'était au mois de janvier-février, je crois. Parce que j'étais effectivement dans cette phase de questionnement pour les finances, pour acheter d'autres véhicules et lancer un business sérieux. Et grâce à la formation, effectivement, j'ai pu découvrir comment, en fait, la levée de fonds, c'est juste une question d'information. Si tu n'as pas l'information pour pouvoir mettre en place le mécanisme, tu vas tourner en rond, en fait. Selon toi, aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite se lancer, un peu comme la position dans laquelle tu étais il y a 9 mois, il y a quand même des informations sur YouTube. Moi-même, je partage beaucoup d'informations sur YouTube. Sur cette chaîne, j'ai plus de 300 et quelques vidéos. Mais tu penses que, en restant uniquement sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, tu aurais pu avoir l'information pour pouvoir atteindre les résultats que tu as aujourd'hui? Alors, je pense que sur YouTube, en l'occurrence, puisque c'est une grosse plateforme de... Vu que toi-même, tu as une chaîne YouTube. Donc, je veux que tu sois franc, quoi. Non, en fait, non. Franchement, j'allais avoir des informations, c'est sûr. J'allais avoir des informations, des gars qui allaient me donner peut-être des informations viables ou qui sont peut-être... réel, mais je ne pense pas que j'allais avoir en tout cas le déclic, parce que c'est le déclic qui est finalement le plus important. Et le déclic, tu ne peux pas l'avoir seulement en regardant des gens qui te expliquent en fait. À un moment donné, il faut que tu arrives à entrer aussi en contact avec ces gens qui parlent et capter la manière dont ils font en fait. Donc moi je pense que sur YouTube, il y a des informations, c'est vrai, des informations qui peuvent nous challenger aussi, mais le déclic, c'est encore autre chose. Le déclic, c'est-à-dire le moment où tu passes à l'action, quoi. Tu vois, ça c'est encore autre chose. Donc pour toi, l'état d'esprit dans lequel tu es pour atteindre tes objectifs est très important. Ouais, très très important. L'état d'esprit est important. C'est un état d'esprit aussi qu'on obtient en étant aussi avec des personnes qui challenge. Tu vois. Je tiens à le souligner, on est tous les deux dans un groupe, le groupe Crédit Carcasse. C'est ça. Où on est une 60aine de personnes déjà qui font de la location de voitures. Yes. Et bon, ça échange au quotidien. Yes. Ça échange au quotidien. Yes. Chacun partage ses tips, ouais. ses péripéties. C'est ça. Tu apprends des erreurs des autres. Parce que, croyez-moi, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. On ne finit jamais d'apprendre. C'est ça, c'est ça. Avec tout ça, comment restes-tu motivé? Comment essayes-tu de garder la pêche? Parce que je suis venu te voir, tu étais tout souriant, malgré que les gens disent que tes mésaventures, il y en a dans l'activité, on en parlera tout à l'heure. Mais comment gardes-tu la pêche? En fait, c'est quelque chose d'assez stimulant et comme je le disais, le fait d'être libre et tout ça, ça motive quand même. Et je me rappelle aussi toujours de ma vie d'avant, de ce qui se passe, c'est quoi se lever tôt. Moi, je travaillais à pause, donc j'étais la nuit, les après-midi et le matin. Donc, pour plus revivre ça, on a une énergie incroyable par rapport à ça. Et le fait de vouloir grandir et développer, c'est quelque chose qui me motive. Mais en même temps, la motivation, je crois que ça doit venir quand même de vous, en fait. De soi-même. Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour être motivé en permanence. C'est un désir, quoi, Moi, je dis, je préfère 5 ans d'entrepreneuriat corsé et me retrouver avec une boîte qui génère pas mal de revenus que 40 ans de salariat. Non, c'est clair, c'est clair. Ma maman, elle a reçu aussi sa pré-pension et tout. Elle a vu le montant qu'elle va toucher. Et quand j'ai vu ça aussi, je me dis non, je peux pas faire ce sacrifice-là et dans 40 ans avoir que ça, autant faire les sacrifices maintenant, quoi. C'est ça. Donc ceux parmi vous qui veulent les omelettes sans casser des œufs, là, vous avez votre réponse. On voit, tu as toute une flotte maintenant. Ouais, c'est ça. Hier, tu étais venu avec une voiture, aujourd'hui c'est une autre, demain c'est une autre. Même à l'école des enfants, quand on dépose, c'est chaque fois des véhicules différents. Donc pas mal de gens qui se posent des questions. Mais je crois sincèrement que le gâteau, il est assez grand. Et moi, comment je vois un peu ici le business se développer, c'est que pour moi, il y aura des voitures comme ça, quasiment, dans chaque rue, à terme. Et c'est pour ça que le potentiel est énorme, en fait, et que je crois en la croissance du business et tout ça. Et comme le loueur en France, là, qui a 1000 véhicules, en fait, ça se trouve, il y a des gens qui auront 10 000 véhicules, ou voire beaucoup plus, quoi. Il en a 3000. Voilà, il en a 3000, Moi, je dis déjà, même quand vous faites une projection sur le coût des véhicules, depuis après le Covid, en fait,
vous verrez que, allez sur Google, vous tapez le prix moyen des véhicules, ça a augmenté. Et avec les restrictions d'ici 2030, là, bon, ils vont nous imposer des véhicules électriques. Et qui dit véhicule électrique, dit véhicule qui a un coût. Et tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas les moyens de pouvoir acheter un véhicule à l'instant T, là. Donc, ce qui va se passer, c'est que le véhicule va devenir quelque chose un peu comme un luxe. Ouais, clairement. La possession, en tout cas, ça sera... La possession sera un luxe. Donc, les gens vont juste louer les véhicules. Déjà, regarde, on a l'inflation aujourd'hui. Au supermarché, c'est plus la même chose. Ah non, c'est sûr. Donc, ça va se répercuter d'ici là. Les choses ne vont pas s'améliorer. Hein. Non. Sois franc. On est optimiste, c'est vrai, mais il faut être réaliste aussi. Les capitalistes qui sont au pouvoir, moi, j'ai rien contre eux. Je suis aussi capitaliste, je suis pas socialiste. Mais en réalité, chacun doit pouvoir prévenir au lieu de guérir, quoi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous avez les moyens de pouvoir vous lancer aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre, en fait, de le faire. Clairement. Parce que plus tard, les gens seront amenés à louer les véhicules. Ouais. Et ça me fait penser à quelque chose que je dis assez souvent avant de m'intéresser, donc il y a 5-6 ans avant de m'intéresser à l'investissement, comment fonctionne l'argent et tout ça, le système économique. Maintenant, avec le recul que j'ai l'impression qu'en fait, j'étais sur un terrain de football et que moi, je joue au basket. Et l'arbitre n'arrête pas de me siffler des fautes et tout ça. Et comme tu disais, le capitalisme, on vit dans un monde où il faut du capital et tout ça. Et si vous ne comprenez pas en fait les règles et les fonctionnements de tout ça, comment ça se joue? Vous savez pas bien, vous savez pas jouer au foot parce que vous allez être à chaque fois sifflé par l'arbitre, et c'est impossible de progresser là-dessus, quoi. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. J'ai une expression que j'utilise souvent, c'est que pour réussir, parfois, il faut être un polygamiste financier. C'est-à-dire traiter avec différentes banques. C'est mon point de vue personnel. C'est clair. La fidélité. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des polygamistes financiers. Ouais, clairement, que ce soit la fidélité bancaire ou pour les assurances et tout ça, ça paye pas. Et aussi, donc tu es en train de nous dire que tu as plusieurs banques avec lesquelles tu opères. Ouais, clairement. Et il ne faut pas hésiter à changer parce qu'en fait, au final, je me rappelle aussi toujours au début, c'est qu'en fait, au début, je pouvais parler avec personne. Et le nombre de partenaires que j'avais, c'était 1, voire 2, et tous les autres me fermaient les portes. Donc maintenant, clairement, il faut... et c'est un business aussi, donc il faut aller voir d'autres personnes. Et surtout, pas spécialement les banques en tant que telles, mais ça reste toujours de l'humain. Et quand on parle à la bonne personne, quand on rencontre la bonne personne, eh ben, en fait, on peut avancer avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de toquer à plusieurs portes. Et des noms, j'en ai eu maintenant, je ne les compte même plus. Des gens qui m'ont dit que ça n'allait pas marcher aussi, des milliers. Mais non, faut tester, aller voir autre part. Chaque année, quoi. Tu as dit quelque chose maintenant, allez voir autre part. Aujourd'hui, vu la position dans laquelle tu es, pour ceux-là qui nous regardent et qui souhaitent eux-mêmes progressivement passer du salariat à l'entrepreneuriat, tout en passant par cette étape où tu jongles avec les deux. Parce que c'est une activité qui nous permet en fait de pouvoir, tout en étant salarié, de se générer des revenus de côté. C'est ce que moi je prône, c'est ce que toi-même tu fais, c'est ce que moi-même j'ai eu à faire. Donc comment toi tu regardes aujourd'hui de ta position, un peu comme on dit, tu as traversé le lac en fait. Donc tu peux parler à quelqu'un qui ne l'a pas encore traversé. Complètement. Est-ce que tu trouves que la meilleure solution serait progressivement de rentrer dans l'activité ou de sauter directement et de laisser son taf? Alors, c'est vrai que là encore, tout va dépendre vraiment j'allais dire, de niveau de foi ou de niveau d'expectative, de niveau de projection, d'engagement des uns et des autres. Parce que une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, après de 10 mois d'activité, ce que j'arrive à générer avec mon entreprise, c'est largement supérieur à ce que j'ai comme salaire fixe. Tu vois? Donc, c'est une activité également qui est passionnante. Tu peux nous parler chiffres. Hein? Non, ouais, c'est une activité qui est passionnante. Bon, là, par exemple, j'ai fait un bilan de mi-parcours au 31 août 2022. Je suis à peu près dans les 18 000 € déjà, voilà, de chiffre d'affaires réalisé. Sur une période d'à peu près 9 mois. Hein. Voilà, donc c'était essentiellement grâce aussi à la période d'été, puisque l'été, il y a eu beaucoup de grosses locations, voilà, qui ont fait rentrer du cash. Mais pour dire que moi, aujourd'hui, une chose est certaine chez moi, c'est que je ne serai pas en CDI l'année prochaine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu tiens à prendre ton indépendance. Ouais.
Prendre l'indépendance parce que finalement, le métier est passionnant. Le métier est passionnant, il y a tellement de choses à explorer. Il y a tellement de choses à explorer. On en parlait tout à l'heure, Ouais. off caméra, et tu me disais que tu comptes installer une autre flotte dans le sud. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a l'île de France, il y a la France où on peut complètement développer une activité. Sur Paris ou C'est bien... vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez mettre vos véhicules n'importe où en France. Hein. C'est ça. Chez votre grand-mère, chez des amis. C'est En ça. réalité, toute C'est ça. la France est ta zone de chalandise. C'est en ça, fait. c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un métier passionnant. Derrière, bon, c'est passionnant parce que bon, on a la possibilité de conduire aussi des véhicules agréables. De très bons véhicules. Voilà, c'est passionnant parce qu'on rencontre aussi des gens qui viennent de différents horizons. C'est passionnant parce que on est dans la résolution de problèmes aussi au quotidien. Problèmes mécaniques, Oui. problèmes d'assurance, problèmes de gestion des contraventions. Bon, c'est des choses qui finalement, Viennent avec le métier. voilà, viennent avec de le loueur. métier. Viennent avec le métier de Ah, c'est loueur. un métier à temps plein. Hein. C'est clair, c'est clair. Ou bien là récemment, quand les véhicules n'avaient pas d'essence et qu'il faut aller trouver une station pour faire les pleins, laisser les voitures. C'est en ça que je dis que le métier est passionnant. Voilà, et c'est passionnant parce qu'on est vraiment acteur de l'avancée de l'entreprise. Donc, On vit vraiment l'avancée de l'entreprise, quoi, en vérité. Donc oui. Et puis, comme on a des objectifs de pouvoir se développer et grandir, si je suis encore en mode salarié avec un emploi oui, du c'est temps. pour ne pas vraiment mettre tout le poids Ouais, de tes charges sur l'entreprise. voilà, Ce qui est voilà, justifié. voilà. Tu veux permettre à ton entreprise de grandir, de C'est ça, respirer c'est ça, et de pouvoir croître. c'est ça, Si c'est ça. tout d'un coup tu crées une boîte et tu te mets à mettre Ouais. toutes tes charges là-dessus, Non, non, elle va non, pas non, non, survivre, non. hein. Il faut le faire progressivement parce que de toute façon, c'est un processus qui, en tout cas pour ma part, est activé déjà depuis 2 ans, puisque moi je faisais déjà un peu la location. Et donc le projet a eu le temps de mûrir quand même. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je décide de pouvoir me mettre à temps plein d'ici la fin de l'année dans mon entreprise, c'est qu'il y a un nécessaire qui a déjà été fait. Oui. Il y a une base. Il y a déjà une base. Il y a déjà une base, il y a déjà une assise qui est déjà installée. Et là, on peut maintenant aller dans le projet à fond. Voilà. Mais c'est sûr qu'au départ, non. Au départ, il faut essayer d'être 50-50. 50 salariés et 50 dans l'entreprise pour pouvoir faire pousser d'abord les choses. Voilà. Hier, j'étais allé acheter des fleurs dans ma ville et je suis tombé sur l'ancien directeur de l'EDF. Monsieur très influent, bras droit de Sarkozy dans le temps. Et moi, je l'ai reconnu de par son visage, mais il avait une BM 7, les nouvelles séries 7 là. Et il rentrait dans sa voiture, je l'ai abordé, belle voiture et tout. Monsieur, vraiment très humble quoi. On a commencé à échanger et je lui ai demandé dans quel secteur il était. Il m'a dit l'énergie et je lui ai dit mais pourquoi le coût de l'énergie est en train de grimper comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'Ukraine aussi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit pour le gaz oui, mais pour l'électricité non. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que nous en tant que consommateurs on doit faire? Il m'a dit allez voir ailleurs. Il a été franc avec moi. Il m'a dit si les prix montent trop, c'est qu'il y a un problème au niveau des finances de EDF. Que lui n'est plus aujourd'hui directeur d'EDF, mais ils ont gaffé quoi. Ah, il me l'a c'est dit bien, clairement, après il a vu qu'il commençait à trop parler. Ah ouais, C'est fini. il m'a fait comme ça, ouais, ouais. Tu m'as assez tiré les verres du nez là. Allez, c'est bon. En réalité, quand on parle de polygamisme financier, c'est sur plusieurs plans. Un peu comme avec l'énergie, on a d'autres fournisseurs d'énergie. On n'est pas obligé d'être avec le même si on n'est pas satisfait. Beaucoup sont aujourd'hui à une situation où ils stagnent dans l'activité parce que leur partenaire financier n'est pas en train de les accompagner. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ils ont du mal à laisser ce partenaire et aller voir ailleurs. Ouais, et puis même dans les mêmes banques, en fait, les banques dans d'autres villes aussi, vous parlez vraiment à quelqu'un d'autre. Donc ici, en Belgique, on travaille quand même par réseau, donc c'est-à-dire aller autour de 15-20 km à la ronde. Souvent, ils sont regroupés, donc si vous allez avec ceux-là, c'est tout le même truc. Mais si vous allez plus loin, vous faites... Tu sors de la zone. C'est ça, de la province, vous faites 50 km, vous avez affaire à quelqu'un d'autre, et là, votre projet peut passer chez cette personne-là, quoi. Donc, oui, ça prend du temps. Ça aussi, c'est un truc que ça m'a appris, c'est qu'en fait, je passe beaucoup de temps à faire des choses, des placements, discuter avec les gens et tout ça. Donc, oui, ça demande beaucoup de temps, en fait, pour avoir cette liberté, mais il n'y a rien sans rien, en fait. Hein. Bien sûr, il n'y a rien. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu ne peux pas faire des omelettes sans casser Ah deux. non, c'est clair, c'est clair.
Et pareil pour les assurances aussi. Là, on voit, j'ai un souci avec un des véhicules et tout ça, et on voit qu'aussi, eux, ils attendent, ils freinent avant de rembourser. On arrive. On arrive. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez ce qui s'est passé avec Romain pour certains de ses véhicules. Les perspectives d'évolution pour toi ici en Belgique, telles que tu les vois, que ce soit ici à Lima ou à Bruxelles, comment tu te projettes? Moi, je discutais un peu donc, avec Julien et tout ça, qui voit l'expansion du marché et tout ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment chez nous de monstres. Julien de Get Around. Ouais, c'est ça. De monstres ou de dinosaures qui... Un mastodonte. Un mastodonte qui est sur le marché. Un peu comme on voit à Paris, là. Ouais, c'est ça. Donc, oui, moi, potentiellement, j'aimerais bien encore grossir, là. Donc, mais j'aimerais bien monter d'ici l'année prochaine à 25. Et peut-être une centaine de véhicules. À horizon 2-3 ans. Ok. C'est ça l'objectif. Et après, à voir, est-ce que je continue vraiment à grossir? Parce que. Arriver à un niveau. Ouais, plus de véhicules, plus de d'argent, gestion, ça fait plus de problèmes. Aussi. Ouais, et plus de risques et tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi. À voir. Il y a beaucoup de sceptiques qui disent que personne ne te connaît, tu te lances, tu crées ta société, et comment tu auras les clients? Réponds-leur simplement. Comment, toi, aujourd'hui, tu trouves tes clients? De manière très simple, je les trouve sur Wika et Get Around, simplement. Qui sont des plateformes qui mettent en relation le client et celui qui donne l'offre. Voilà. Donc, ce sont des plateformes avec des millions d'utilisateurs, quasiment. Bien sûr. Voilà, donc les flux que ces gens-là emmènent, c'est sûr que toi et moi, il nous faudrait peut-être des années avant de les générer. Mais eux, carrément un gros budget pub, quoi. Voilà, ou un gros budget pub. Voilà. Donc, eux, ils nous facilitent déjà ce travail, c'est qu'ils emmènent déjà les demandeurs. Et nous, derrière, on propose une offre. Voilà, donc en répondant bien évidemment aux critères de visibilité, parce qu'il y a une manière de filmer les voitures, de rendre la voiture un peu intéressante sur l'interface Get Around, par exemple. Mais voilà, premièrement, ce sont Wika et Get Around qui nous fournissent les clients. Déjà. Le meilleur outil pour celui qui veut se lancer aujourd'hui, c'est utiliser les applications d'autopartage. Voilà. C'est déjà une bonne entrée dans le business. C'est déjà une bonne entrée. Est-ce que toi qui nous regardes là, tu as déjà téléchargé les applications Get Around et Wika? Si ce n'est pas encore fait, fais-le. Tu n'as rien à perdre, c'est gratuit, quoi. Ouais. Avant de clôturer la première partie de cette interview, j'aimerais te poser une question. Je veux que tu sois franc. Je veux ton point de vue. Tout à l'heure, tu as abordé ça, la confiance en soi. Ouais. L'impact de la confiance en toi sur les résultats que tu obtiendras, en fait. Ouais. Comment tu peux l'expliquer à ceux-là qui nous regardent? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir confiance en toi pour te lancer? Ah oui. Il faut avoir un bon capital confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande même. L'entrepreneur doit avoir un bon capital confiance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être toujours, optimiste, être toujours, dans la positivité. Dans la positivité, comment on dit ce mot-là? Dans l'action. C'est quelqu'un qui est optimiste. Voilà, en fait, qui est optimiste et qui s'automotive lui-même personnellement. Pourquoi? Parce que dans le business de l'autopartage, il y a des jours où ça marche. C'est un business saisonnier. Et il y a des jours où, par exemple, c'est moins positif. Il y a des jours où tu refuses le client et 2 heures de temps après, le véhicule est encore réservé. Il est encore là, voilà. Donc du coup, il faut être optimiste. Il faut croire en son projet. Parce que quand tu crois en ton projet, ça va te donner la possibilité de pouvoir faire des efforts. Des efforts parfois que tes amis ou tes connaissances ne peuvent pas concevoir. Mais toi, parce que tu vois un idéal pour ton entreprise, tu es en mesure de le concevoir. Par exemple, quand tu dois te réveiller à 3 h du matin pour aller faire un plein d'essence. 3 h du matin, tu dois te réveiller pour aller faire un plein d'essence. Tu as décidé d'être entrepreneur. Ça, ce sont des réalités qui sont propres à quelqu'un qui est un entrepreneur qui est engagé et qui voit des choses positives pour son entreprise. Mais si tu es un monsieur de tous les jours, 3 h du matin, c'est trop compliqué pour toi. En fait, il y a une vérité aussi que beaucoup de gens ne disent pas, c'est que les gens veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le chemin parcouru. Pour pouvoir atteindre certains résultats, il te faut charbonner, il faut œuvrer pour obtenir ce résultat. Ce n'est pas en croisant les bras que tu as obtenu 9 véhicules aujourd'hui. Non. Ce n'est pas en étant là, sans passer à l'action, que tu obtiendras le résultat que tu veux en laissant le travail aujourd'hui. Il te faut mettre des choses en place. Pour mettre ces choses en place, ça te demande du temps. Ça te demande de l'énergie.
comme tout à l'heure, tu as dit, ça te demande de la positivité. Ah oui, en permanence. En permanence, il faut croire à son business, rester focalisé, ne pas se relâcher. Il y a des jours ça ira, des jours ça va pas, mais il faut toujours être dans le positif, quoi. Qu'est-ce que tu dis à ceux-là qui disent, moi, je n'ai pas d'argent. Comment je vais acheter 9 véhicules comme lui? Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai un travail. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est possible d'acheter 9 véhicules. C'est possible dans ce pays de pouvoir lever des ressources financières pour pouvoir investir dans l'achat de véhicules. C'est largement faisable. J'imagine que tu as rencontré, depuis que tu as commencé, certains clients difficiles, où ils ont tous été faciles. Non, il y en a qui sont... Il y en a qui veulent toujours te mettre une carotte. Grave. Tu peux nous donner une anecdote, un exemple que tu as eu récemment ou par exemple, une cliente que je devais récupérer à la gare de Marne-la-Vallée. Mais en fait, donc tu as proposé au client d'aller... c'est ça. En fait, elle m'a demandé. Non, en fait, elle m'a demandé si je pouvais venir. Et donc, moi, je lui ai dit que c'était possible. Sauf qu'on ne s'était pas bien compris sur les horaires. Voilà, sur les horaires. Et donc, du coup, moi, j'ai finalement eu un imprévu et j'ai demandé à la dame, je lui ai dit à la dame, écoute, vous êtes à Marne-la-Vallée, c'est 2 arrêts là où je suis, venez, retrouvez-moi, on se retrouve à la gare. Donc, elle était avec ses enfants, son mari, elle avait vraiment très mal pris la chose, quoi. Donc, quand elle est arrivée, elle était vraiment énervée, tout ça. Le fait d'avoir pris le bus, c'est ça, ou le train, de Marne-la-Vallée jusqu'à ici, toi. voilà. Et donc, elle avait mal pris, donc j'essaie de calmer un peu les choses, rassurer la dame, etc. Et puis au retour, même chose, hein. Parce que dans ce business, il y a aussi des aléas. Nous aussi, on a une vie, on a aussi des activités. Donc, il y a des moments où on peut... Là, en fait, c'était une remise de clé. Alors, c'était une remise de clé. C'était pas en automatique. Non, c'était une remise de clé, c'était pas en automatique. Donc, du coup, voilà, donc on a la remise de clé. Et c'est ça aussi un peu la contrainte de la remise de clé, c'est qu'il faut vraiment calibrer les horaires. Alors que quand c'est en connecté, connecte la personne. Voilà, la personne te gère. Donc, du coup, au retour, voilà, le véhicule a été rendu, elle n'était pas contente. Et puis, elle m'a sali sur GetAround, quoi. Elle m'a mis un commentaire, chlac. On va parler du quotidien du loueur de voiture. Comment tu fais pour rester motivé? Parce que tu as parlé de la motivation, mais comment tu fais pour le rester? Non, l'objectif, c'est le chiffre. C'est le chiffre. Et puis derrière, c'est aussi les engagements que toi aussi tu as pris. Parce que derrière, les voitures qu'on achète, quand on a fait une levée de fonds, on a auprès des banques aussi des engagements. Donc, tu te dis, bon, voilà, tu es obligé de rester positif, aller chercher du client pour pouvoir faire rentrer de l'argent pour faire tourner ton business et puis aussi honorer tes engagements. Oui, mais tout ça, c'est stressant. C'est stressant, j'avoue. Certains vont te dire qu'ils ne veulent pas ce stress. Ouais. Moi, je leur répondrai, alors ne vous engagez pas dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Si tu veux pas avoir ce stress, il faut vraiment pas te lancer. Il faut vraiment pas se lancer. Mais moi, j'ai envie de dire, même Zahid, finalement, c'est aussi en fait, c'est expectation. C'est la capacité à te projeter, en fait. Ton expectative. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es là, tu te dis, moi, demain, j'aimerais que mon entreprise, que j'ai des Mercedes, des BMW, des Range Rover, des machins, et que tu sais que c'est un process où il faut d'abord commencer à mettre des bases, travailler. Ça va te motiver. Ça va te dire, bon, voilà, il faut que je persévère, que je lâche rien. Et puis après, il y a aussi le niveau de qualité de vie personnelle. Parce que plus tu fais rentrer de l'argent dans ta boîte, plus toi-même aussi, tu augmentes ton niveau de vie. Bien sûr. Tu changes ton quotidien. Voilà, tu changes ton quotidien, tu améliores aussi tes conditions de vie, toi, ta femme, tes enfants, en fait, tu vois. Donc, il y a tout ça qui nous motive et qui nous aide à rester quand même focalisés. Mais après, il y a les réalités administratives. Quand tu sais qu'à la fin du mois, tu as 2 000, 3 000 euros à rembourser, tu dois travailler, quoi. Tu dois travailler. En fait, c'est un travail, finalement. C'est un travail à temps plein. C'est un travail. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet en fait de pouvoir le faire malgré qu'on est encore salarié. Et c'est ça un gros avantage. C'est un gros avantage. Il y a 10 ans, c'était pas possible. Ouais. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était même pas imaginable. Et même encore aujourd'hui, quand j'explique ça à certains amis, ils sont bleus. Les gars n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent qu'il y a un truc qui ne dit pas, il y a quelque chose de vrai. Voilà. C'est trop facile pour être vrai. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Les amis, avec le téléphone aujourd'hui, avec les smartphones que nous avons aujourd'hui, tu peux être au travail et tu gères ton activité de location de voiture. Si tu as par exemple 2, tu as 4, tu as 6 véhicules connectés qui s'autogèrent, toi, depuis ton téléphone, tu es au travail, tu as juste à valider certaines demandes.
tantôt tu valides, tantôt ça s'auto-valide automatiquement quand les créneaux sont disponibles. Et tout ça, tu le fais depuis ton portable et tu es au travail. Les gens disent que je n'ai que 24 heures. On a tous 24 heures. Yes. Mais en réalité, les 24 heures, elles sont divisées par 3. Il y a 8 heures de temps de travail. Yes. Il y a 8 heures de temps où tu t'endors, où le corps a besoin de se recharger. Mais il y a 8 heures de temps où tu flânes, tu ne fais rien. Tu es en train de regarder Netflix ou tu es en train peut-être de faire du sport. Mais tu peux aussi utiliser ces 8 heures de temps et travailler pour toi-même. Moi, quand j'étais encore salarié dans le temps, j'avais écouté une vidéo. Tu sais, le matin, quand tu te lèves à 6 heures, tu prends ta douche, tu rentres dans le métro, parce que c'était moi mon cas. Bon, je rentrais dans un tram, le T2 précisément, et j'avais mes écouteurs dans les oreilles. J'écoutais tout ce qui était motivation personnelle et tout ça. Et j'étais tombé sur une vidéo qui a créé un déclic en moi. Le mec, il disait... Le gars de l'océan bleu, là? Non. Celui qui listen. Il disait simplement, l'idée c'était que de 9h à 17h, tu travailles pour ton patron. Mais de 17h à 21h au moins, au lieu de flâner à regarder la télé, tu peux t'occuper de ton propre business. Ça, c'est qui perd riche, hyper pauvre, c'est ça? Je ne me rappelle pas précisément de quelle vidéo c'était, mais je me suis posé la question, mais en réalité, quand tu quittes le travail à 17h, tu ne dors pas avant 21h, quoi. Non, mais c'est clair. De 17h à 21h, tu fais quoi? Et c'est là, moi-même, je me suis dit, mais je peux contrôler autant de véhicules entre 17h et 21h. Pendant que les véhicules sont sortis dans la journée, quoi. Complètement. Et c'est comme ça, ça a créé un déclic en moi et je me suis dit que ce que les gens racontent et ils se disent qu'on n'a pas le temps, en réalité c'est dans la tête. Ouais, non, c'est... Si tous les jours de 17h à 21h, même moi j'ai des enfants, hein, des gens me diront c'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Moi j'ai des enfants, j'ai 3 garçons, 3 dont des jumeaux. Ah ouais, l'énergie que ça dégage. De bas âge. Et ça demande de l'énergie. Tu es peut-être parent. Bah oui, 2 enfants aussi, voilà. C'est beaucoup d'énergie. Donc ceux qui disent que c'est pas possible, moi je leur dirais que c'est possible. C'est à vous de vous donner les moyens de pouvoir atteindre vos objectifs. Clairement. Et puis là tu as soulevé un point important. Quand tu sais que tu es dans un cycle du métro, boulot et dodo et que tu te regardes, tu as 35 ans, tu regardes encore les 10 prochaines années et tu te dis mince, est-ce que je vais continuer? Tu as 35 ans? Moi j'en ai 36. Moi j'en ai 35. Bah tu vois. Quand tu as dit ça, je me suis dit. Non mais en fait, je partage ça avec toi parce que certains diront c'est parce que j'ai des enfants que je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi je dirais plutôt c'est plutôt parce que tu as tes enfants que tu dois te donner les moyens de pouvoir atteindre cette liberté qu'offre l'entrepreneuriat. C'est clair. Parce que aujourd'hui, la seule chose qui peut te donner le temps et l'argent, c'est d'être à ton propre compte. C'est d'être à ton propre compte. Ah oui. Ça, si tu n'as pas encore compris ça, tu as tout faux. C'est pas un doctorat qui te donnera plus de temps et plus d'argent. Le doctorat va peut-être te permettre de gagner plus, mais il faudra que tu travailles plus. Ouais, ça c'est clair. Parce que tu ne pourras pas déléguer tes tâches. C'est clair. Donc, il y a ce déclic-là que je veux que les gens aient parce que si vous n'arrivez pas à devenir vous-même des entrepreneurs, ça va être difficile. Ça va être très difficile de pouvoir générer un certain revenu. C'est ça. Parce que le rôle de ton salaire n'est pas là pour te rendre riche. Non. Le salaire n'est pas fait pour te rendre riche. Non. Le salaire, c'est te permettre de pouvoir survivre 30 jours. Et encore, en fait, c'est ça, survivre, pas vivre. Nous, notre objectif, c'est de vivre et de survivre et d'être prospère. Franchement. Donc, moi, je dirais à ceux-là qui nous regardent aujourd'hui que vous avez tout faux si vous pensez que le salariat vous rendra indépendant, vous rendra autonome, vous permettra d'avoir une meilleure qualité de vie, quoi. Parce que tu travailles dans une boîte où, même si tu as un certain poste de direction, tu finis tard, tu prends des dossiers pour rentrer chez toi encore, pour aller travailler là-dessus, tu n'as plus de vie. Moi, je connais un ami qui est très bien positionné professionnellement parlant. Le gars, il travaille à Montparnasse, je pense chez Capgemini, je crois, il travaille là-bas. Et du coup, c'est un consultant qui aujourd'hui
il est parmi les... Enfin, il était junior, maintenant il commence à rentrer en semi-senior. Le gars, il touche bien sa vie, hein. Mais un jour, il m'a dit, Pierre, mais franchement, il m'a dit, là, je suis fatigué. Je lui ai dit, tu es fatigué comme mon gars, tout est beau pour toi. Et il me dit, non, je suis claqué. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es claqué? Il me dit, gars, je rentre tous les jours fatigué, je me lève le matin. Mais le mec, c'est le mec qui touche peut-être 3000 € et plus, hein, avec les primes et les 13e mois et autres. Hein. Mais il te dit, il est claqué. Il est claqué. Ça veut dire que le salariat, c'est bien. Moi, je pense que le salariat, comme tu disais une fois dans les formations, c'est bien jusqu'à un certain niveau. Et c'est bien aussi pour activer les leviers d'emprunt financier. Oui. Mais à un moment donné, Tu en auras marre. ouais, à un moment donné, tu en as marre. Moi, aujourd'hui, quel que soit le montant que quelqu'un sera prêt à me payer, Yes. je lui dirai merci. Ouais. Parce que ta liberté, le lundi matin, quand tout le monde stresse pour aller au travail, quand tu as l'option Yes. d'aller faire du sport, du footing, et tu vois tout le monde en train de s'amasser dans le métro, c'est là que tu te rends compte que tu as quelque chose d'inestimable. Tu as, en fait, cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Yes. Yes. La liberté de pouvoir aller déposer ses enfants sans courir pour aller prendre le bus ou le train. De faire un câlin à tes enfants avant de partir. Prendre tout ton temps pendant que tous les autres parents sont pressés. Non, ça se lit même sur le visage. Ah ouais, quoi. ah ouais. Moi, Mais tu sais quoi, même quand tu parles d'enfants, j'ai même envie d'aller plus loin. En fait, parfois, les enfants, inconsciemment, sont en train de te dire, mais toi, qui es mon père, augmente ton niveau, dis donc. Tes enfants sont en train de te dire, même augmente ton niveau, parce que c'est à cause de toi qu'on pleure tous les matins, on va te faire des câlins. C'est à cause de toi qu'on est obligé d'aller vite. En fait, cette responsabilité-là t'emmène à prendre des décisions importantes, honnêtement. À prendre des décisions importantes, il faut que, comme disent les anglophones, je dois upgrade. Je dois augmenter, en fait. bien sûr. Je dois augmenter. Et si tu n'as pas eu la chance, toi, de pouvoir l'obtenir, Yes. tu dois pouvoir fournir cela à tes enfants. Yes. Ce n'est pas parce que toi, tu ne l'as pas obtenu de tes parents que tu vas rendre tes enfants esclaves de ce style de vie. Yes. Yes. Parce que moi aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, mon souhait à moi personnellement, c'est que demain, ils deviennent des entrepreneurs. Clairement. Parce que le monde de nous, nos parents, c'est carrément différent du monde dans lequel nous on est. Yes. Et sera carrément différent du monde dans lequel Nos enfants vont seront. grandir. Bah oui. Parce que quand tu regardes l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. Ouais. Tu as des enfants aux États-Unis qui n'ont même pas encore 21 ans qui sont millionnaires. Ah ouais, parce qu'à cause de... Je prends YouTube sur lequel on est aujourd'hui. Il y a plusieurs enfants qui ont des chaînes YouTube. Je ne sais pas, mais moi, mes enfants regardent YouTube et regardent des chaînes d'enfants. Yes. Et c'est d'autres enfants qui font ça, quoi. qui sont là-dessus Bah et oui. génèrent des revenus. C'est clair. Donc, C'est clair. Sincèrement, on doit avoir ce mindset shift-là, ce déblocage psychologique dans la tête et comprendre qu'il y a d'autres options que de vendre son temps pour de l'argent. Ouais, non, mais c'est clair. Et de toute façon, l'entrepreneuriat te procure de la liberté. Ça, c'est clair. L'entrepreneuriat te procure de la liberté. Une liberté que l'argent ne peut te permettre d'avoir, quoi. Et en fait, ce que tu dis est très important. Pourquoi, en fait, la liberté, là, te procurera, en fait, une amplitude que l'argent ne peut pas te donner? C'est parce qu'en fait, finalement, même si tu ne gagnes pas de grosses sommes, le simple fait de te dire « je me lève le matin sans stress », c'est déjà incomparable. Déjà, tu vivras plus longtemps. Parce que, non, en réalité, notre corps, Ouais. c'est le canal dans lequel on vit, en fait. Yes. Dans lequel l'esprit est, dans lequel... Yes. Et le fait de soumettre ton corps à un certain stress durant 40 ans ne te permettra pas de vivre longtemps. Non, c'est clair. Donc là, du coup, les amis, il faut passer à l'action. Il faut vous organiser et avoir un plan d'action. Passer à l'action, les amis. Passer à l'action. Et commencer déjà petit à petit, à votre petite échelle. Yes. Commencer à créer des revenus complémentaires pour ne plus dépendre du salaire. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'activité qu'on fait en fait. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de cela. Donc, je dis, c'est un peu comme en 2007, en 2009 où Netflix venait de sortir, quoi. Tout le monde ne savait pas ce que c'était. C'est pas. Donc, aujourd'hui, on est quoi? Presque 15 ans après. Là, maintenant, tout le monde sait. Donc, il faut laisser le temps d'arriver bien à maturité avant de se permettre certaines choses, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu peux aussi jouer sur... c'est pas comme du poker, mais en réalité, c'est le cas. Mais
il y a des voitures, quand ça sort, tu sais qu'il y aura une rupture de stock. Et lorsqu'il y a une rupture de stock et vous êtes parmi les seuls qui en ont, moi j'ai commandé par exemple le Cybertruck. Je sais que quand ça viendra, même si j'arrive pas à le louer, je vais le revendre et gagner mes billes, quoi. La commande est faite aussi, moi. J'ai vu ton modèle Y aussi. Ah ouais. J'ai vu ton modèle Y aussi. Donc, sincèrement, il y a des véhicules, tu sens qu'il y a une bonne affaire. C'est vrai qu'on fait de la location de voiture, mais derrière, on a le potentiel de faire de l'achat et de la revente aussi. Donc, pourquoi pas en profiter? Parce que la Tesla, le Cybertruck, quand il va sortir, les gens seront prêts à ne pas attendre 6 mois, 1 an pour un nouveau. Ils vont vouloir payer ça, histoire de payer un peu plus, quoi. Ouais, clairement. Et là, moi, je vais le revendre. Hein. C'est ce que, comme je te disais, la connaissance qu'il y avait une Lamborghini ou chez Porsche et tout ça. Il me dit, tant que tu as une configuration pas trop exotique, que ce soit sur la couleur et ses options, ben en fait, toi, tu permets aux gens d'accéder à une Lamborghini en 1 semaine, alors que tandis que tu aurais dû attendre 1 an ou 1 an et demi pour l'avoir. Donc, ouais, clairement, c'est... Mais, comme tu le disais, c'est immobiliser aussi beaucoup de fonds pour faire ce genre d'opération. Donc ça aussi, tu dois savoir dans quoi tu es en train de le mettre. Ouais. Tu dois être sûr de ton coup, quoi. Tu comprends? Tu dois être sûr de ton coup et savoir que même s'il y a la guerre demain dans un pays voisin, ça va pas changer les perspectives, quoi. C'est ça. Dans les nouvelles générations, TikTok, tu vois, Instagram et tout ça, peut-être aussi, je sais pas ce que tu en penses toi sur les autres réseaux, mais je pense qu'il y a d'autres réseaux aussi qui peuvent drainer des personnes différentes, donc pas hésiter aux gens à s'abonner en fait sur tous les canaux et pas que sur YouTube, quoi. Parce que moi je le remarque sur mon compte TikTok, tu vois, maintenant ça commence vraiment, c'est une exponentielle, quoi, le truc, quoi. Ouais, TikTok, c'est des gens qui viennent, qui sont intéressés, des passionnés d'automobile et tout ça, donc ouais, sur tous les réseaux, je crois que c'est important d'y être, quoi. Ok, vous avez retenu la leçon. Donc, Romain, ça fait plaisir de t'avoir interviewé encore cette année. J'espère que l'année prochaine, on réessayera et on aura encore de meilleurs résultats à partager. Ben ouais, ça marche. J'essaierai aussi de passer de voir à Paris, dans ton garage. Ça fera plaisir, ça fera plaisir. Ok, ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive, soyons prospères. Ciao. Ciao.